Bonjour à tous, bienvenue. Je pense qu'on est une grande majorité à être déjà présent. Bienvenue à l'activité d'ouverture du profil mobilisation de l'école d'été de l'INM. Je m'appelle Marie-Dina Salvioni, je suis chargée de projet à l'INM en éducation à la citoyenneté, puis c'est moi qui vais animer aujourd'hui la séance de discussion. Je vais être accompagnée de mes collègues Marie Perrault et Nicolas Vazeille qui m'épaulent et me servent de soutien moral et technique durant les échanges que nous allons avoir avec vous aujourd'hui, puis à la fin de cette discussion aussi. Donc, bienvenue à cette discussion-là. Regard croisé sur la parité, point de vue du Québec et de la France, pendant laquelle on va s'intéresser en fait à la notion de parité de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, on va avoir notre grand angle. C'est toujours intéressant de mesurer les impacts sur des cas d'études différents. Donc, cette fois-ci, ce sera entre le Québec et la France qu'on aura ces points de vue-là. Cette activité, elle s'inscrit, vous le savez, dans le cadre du profil Agir pour la parité en ligne de l'École d'été numérique de l'INM. L'activité est gratuite. Elle débute officiellement le 29 septembre, donc mettez ça à vos calendriers. Vous pouvez déjà vous y inscrire, vous êtes même encouragé à le faire. Donc aujourd'hui, pour cette discussion, on a deux superbes invités. Caroline Souffrant, qui est étudiante au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa, et Claire Jacquin, qui est étudiante, elle, chercheuse en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Mais avant qu'elles se présentent, avant de leur donner l'occasion de se présenter, j'ai quelques petits mots pour vous. D'abord, deux mots sur le déroulement de la séance d'aujourd'hui. Donc, l'échange, on l'évalue à peu près autour de 45 minutes avec nos intervenantes invitées. Pendant ce moment-là, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, je vous encourage à les noter, des questions ou des interventions, à les noter soit sur un papier à côté de vous, à l'ancienne, ou soit alors dans le chat. On aura un moment réservé après la discussion pour que vous puissiez intervenir, participer plus activement, soit en nous transmettant vos questions via le chat ou alors en les posant vous-même puis en signalant votre intention là, à l'aide de la petite main bleue. Je vais vous expliquer tous ces détails techniques tout à l'heure. Avant de débuter, il faut vous dire que nous avons le plaisir de réaliser cette activité-là en partenariat avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse et Oxfam Québec. Et puis, aujourd'hui, Madame Marianne Bessémé est avec nous pour vous prononcer un court mot de bienvenue. Madame Bessémé, la parole est à vous. Avec votre micro. Ah, voilà, parfait. Le micro avait été désactivé, je crois, de votre côté. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marianne Bézem, je suis la secrétaire générale pour la France de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, un organisme que j'imagine un certain nombre d'entre vous doivent bien connaître. Nous sommes partenaires depuis plusieurs années de l'Institut du Nouveau Monde pour son école d'été et nous envoyons très régulièrement des jeunes Français échanger des idées, des outils d'engagement avec des jeunes Québécois dans le cadre de cette école d'été. Donc, nous sommes ravis de pouvoir accompagner cette nouvelle forme de rencontre cette année. Et je remercie bien sûr l'INM et Oxfam Québec pour cette collaboration autour de cette table ronde aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, très rapidement, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, on est un organisme bigouvernemental sous l'égide du gouvernement français et du gouvernement québécois. Excusez-moi, j'ai les notifications qui vont me polluer, qui travaille depuis 52 ans maintenant à permettre la rencontre entre les jeunes adultes français et québécois, 18-35 ans, donc à la fois les jeunes français qui partent au Québec et les jeunes québécois qui viennent en France, sur à la fois le développement de compétences professionnelles, mais aussi des sujets d'engagement dans la société et dans les missions d'intérêt général. Donc, c'était évidemment pour nous très normal et très évident de travailler avec l'INM autour de l'école d'été. Notre ADN, c'est la rencontre et qu'elle soit physique ou virtuelle, on s'adapte. Donc, la question de la parité et plus largement de l'égalité femmes-hommes, c'est forcément un thème qui nous travaille puisque c'est un thème qui travaille la jeunesse aujourd'hui donc qui fait partie de notre priorité, à la fois à travers des programmes spécifiques
spécifiquement dédiée, et puis évidemment une dimension transversale à tous les programmes qu'on développe. Ça peut être évidemment du soutien à des festivals culturels féministes, ça peut être du soutien à des missions de jeunes femmes leaders, ça peut être un certain nombre de projets d'engagement qui permettent le développement de toutes ces compétences pour aller plus loin, en fait, pour que chacun puisse aller plus loin dans ses engagements personnels et professionnels. Alors, juste, j'ai envie de dire que cette table ronde que nous faisons par Zoom, en fait, elle illustre un peu aussi les nouveaux modes de militance qui se développent. Les outils numériques aujourd'hui sont des plateformes évidemment évidents pour tous les sujets d'engagement et notamment sur la parité et l'égalité. Donc voilà, saisissons-nous de tous ces outils, saisissez-vous de tous ces outils, vous le faites déjà, mais cette détermination en fait qu'on sent au sein des jeunes qu'on accompagne, personnellement, ça me rend très fière, et puis ça me rend aussi ça me donne beaucoup d'espoir sur l'évolution de ces sujets. Voilà, qui continue à avancer avec des nouvelles formes aussi d'engagement. On verra tout cela avec nos deux intervenants. D'ailleurs, je voudrais saluer bien chaleureusement Claire Jacquin, qui est une de nos anciennes participantes, qui a passé un temps très agréable avec notre équipe en tant que volontaire avec nous, et que j'étais sûre qu'elle irait loin dans ces sujets d'égalité et de parité. Donc, salut Claire et bravo. Et donc, voilà, ça nous rend fiers et plein d'espoir. Et donc, vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir dans vos projets si vous avez besoin dans notre accompagnement. Merci, Madame Bessémé, pour ce beau mot de bienvenue, puis les ressources, en fait, cet appui là, que vous mettez dans l'engagement des jeunes. Alors, sans plus tarder, permettons à nos intervenantes de se présenter. Donc, en fait, commençons par Caroline Souffrant. Et puis, bonjour. Et puis, Claire Jacquin. Caroline, avant d'embarquer directement dans la conversation, on serait curieux de savoir, en fait, quel a été l'élément déclencheur de votre engagement et puis si, éventuellement, et comment la COVID a impacté votre engagement social. On commence par Caroline et puis ensuite Claire suivra. Un instant. Merci. Vous m'entendez? Oui. OK, parfait. OK, donc, merci tout d'abord pour l'invitation puis de m'accueillir aujourd'hui pour cette discussion. Pour répondre un peu à la première question, moi, je suis tombée dans l'engagement de manière assez par hasard. En fait, je ne viens pas d'une famille où les gens faisaient du bénévolat ou des choses comme ça. J'ai commencé à l'âge de 12 ans environ, et donc ça a commencé parce que j'étais en programme d'éducation internationale, qui est un espèce de programme enrichi au Québec, si on peut l'appeler ici, dans le réseau public. Et dans ce programme-là, il y avait des heures de bénévolat obligatoires qu'on devait faire à chaque année. Et moi, en fait, j'ai vraiment pris goût à ça. C'est quelque chose qui est devenu une seconde nature et qui fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui. J'ai 27 ans, puis je continue à m'engager de diverses façons. Et une des raisons pour lesquelles je me suis autant accrochée à l'engagement, c'est que, à l'école, c'était un peu difficile avec les pairs, avec les amis. Je n'étais pas une enfant qui était populaire, si on peut le dire ainsi. Et donc, pour moi, de m'engager socialement, ça a été vraiment un exutoire et une façon de rencontrer des gens qui partageaient des valeurs un peu plus similaires aux miennes. Donc, je me suis impliquée pour beaucoup de causes sociales dans les dernières années, depuis l'âge de 12 ans. Mais plus récemment, j'ai beaucoup pris d'intervention publique sur la question de la santé mentale envers les jeunes et également toutes les questions féministes et les questions des violences faites aux femmes. Donc, en ce moment, je fais une thèse de doctorat qui porte sur le mouvement MeToo et agressions non dénoncées au Québec, mais de la perspective des femmes noires résidant au Québec pour voir un peu comment elles ont perçu et analysé ces mouvements. Donc, c'est vraiment les sujets qui m'intéressent par les temps qui courent. Et donc, c'est un peu ça, pour pourquoi, en fait, j'ai commencé à m'engager. Et comment la COVID a impacté mon engagement? Ça a eu un impact insoupçonné, pour être honnête avec vous. Donc, la COVID, comme vous le savez, ou comme vous ne savez peut-être pas, mais ça a beaucoup affecté les populations noires au Canada, aux États-Unis, pour diverses raisons systémiques et structurelles. Et donc, déjà, ça a été
un certain impact de voir ça, même si je n'ai pas été touchée personnellement, mais ça a un impact de voir ça. Par la suite, il y a eu toutes les manifestations par rapport au racisme anti-noir, suivant la mort de George Floyd aux États-Unis, et au Canada, il y a eu des décès aussi. Donc ça aussi, ça a un impact. Et il y a eu la vague de dénonciations également en juillet 2020 au Québec. Et donc, tout ça ensemble a fait en sorte que ça m'a amené à mener mon engagement féministe un peu plus loin. Et donc, j'ai écrit une lettre ouverte dans la presse le 10 juillet 2020 qui s'appelait L'Entonnoir et qui parlait un peu de mes expériences au niveau des violences sexuelles et du racisme que j'ai moi-même vécu. Mais donc, c'est ça l'impact que ça a eu, la COVID-19. Le confinement, ça amène des réflexions. Puis ça a amené mon engagement plus loin à nommer certaines choses publiquement que j'ai moi-même vécues. Donc, ça a eu un impact positif pour moi et pour d'autres, mais c'est un impact qui était insoupçonné. Donc, voilà. Bien, merci. Claire, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et déjà, un grand merci pour l'invitation. Un grand merci à Marianne et à toute l'équipe de l'OFQJ également. C'est toujours un plaisir de pouvoir converser avec le Québec. Donc, pour répondre à la question, moi, je commence mon engagement politique à mes 18 ans par un mandat d'élu municipal dans mon petit village natal de 80 habitants et habitantes. Donc, je m'engage parce qu'à ce moment-là, force était de constater que les inégalités sociales dans un département très pauvre, donc notamment dues à des inégalités territoriales. Et en fait, tout cela n'amenait pas au même droit, au même choix d'études, qui finalement n'était plus un choix, mais en fait une sorte de fatalité en fonction des dispositions sociales et géographiques. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers un diplôme d'éducatrice spécialisée, où j'ai vu en fait des politiques sociales inadaptées pour les publics qui s'y rattachaient, et donc encore toujours davantage d'inégalités, ce qui en fait n'a fait que renforcer mon sentiment d'injustice et donc un engagement politique. Et en fait, je crois que c'est finalement ce moment, en tant qu'élue, entourée d'hommes beaucoup plus âgés que moi, et mon entrée dans un parti politique qui forge vraiment mon engagement féministe. Je m'aperçois qu'en fait, il faut se battre pour avoir sa place. On me disait souvent dans mon conseil municipal, bon, écoute, tu es jeune, donc tu écoutes, tu apprends, et puis on verra plus tard. Et d'ailleurs, petite anecdote assez drôle, les élections, quand je suis élue, moi j'étais la plus jeune élue de mon département, et au lendemain, je lis dans le journal en fait, qu'on parle de moi, de cette jeune élue, en fait, qui on interroge à ce moment-là, en fait, le maire de mon village qui aurait apporté jeunesse et féminisation à son équipe. Donc, voilà, blague à part, mais voilà. Donc être féministe dans ces milieux, en tout cas de pouvoir qui usent des codes masculins, c'est une question de survie pour moi. Et finalement, c'est aussi, et surtout cette nouvelle vague féministe amenée par MeToo ou Balance ton port en France, en fait, je me suis donné le droit d'agir et de m'engager sur ces questions, donc féministes, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, je me sentais plus seule à vivre cette injustice, mais finalement, on pouvait enfin se battre ensemble et recréer du collectif. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis orientée vers un master d'études sur le genre, où j'ai pu m'intéresser notamment aux violences sexistes et sexuelles dans une organisation politique de jeunesse l'an passé. Et aujourd'hui, je rentre du coup en master de sociologie à la fois à l'école normale supérieure et l'école des hautes études en sciences sociales. Et je vais m'intéresser justement sur l'évolution du militantisme des militants en fonction des trajectoires biographiques, donc sur un axe classe, genre et race, donc un point de vue intersectionnel. Et ensuite, sur l'impact de la crise sanitaire, en fait, moi je dois dire que cette crise sanitaire, on a été pour beaucoup à y être aveugle un petit peu au début. En France, on était en plein mouvement social contre la réforme des retraites. À la fac, on se battait contre le démantèlement de la recherche. On venait de faire des manifestations féministes d'ampleur les 7 et 8 mars, ou encore aux Oscars contre Polanski. Et là, en fait, on se retrouve toutes et tous en confinement. Donc, ça a été un petit peu le choc, c'était assez dur. On ne pouvait plus être aux côtés de celles et ceux avec qui on s'était mobilisés. Donc, on a essayé de faire autrement. On a essayé de faire au mieux en passant par les réseaux sociaux, en faisant des réunions en visioconférence. Mais bon, ça restait quand même assez compliqué parce que, en fait, plus loin de la réalité du terrain. Mais après, ça a quand même permis de mettre en lumière une certaine défaillance de l'État pendant cette crise, et donc de développer des réseaux de solidarité pour pallier justement à cette défaillance, comme des brigades qui distribuaient des repas. Mais sur un point de vue féministe, ça a
permis de voir aussi que, en fait, à quel point les femmes ont été essentielles pendant cette crise, et le sont encore d'ailleurs très largement aujourd'hui, et de pouvoir notamment revendiquer une revalorisation de statut, de salaire. Voilà. J'en suis là aujourd'hui. Ah, bravo. Bien, merci à vous deux pour cette présentation. On va déjà poindre, évidemment, les germes de certains éléments de discussion aujourd'hui. Avant de débuter avec les questions à proprement dit, je pense que ça serait utile de définir la notion de parité pour les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, la définition que j'ai à vous offrir aujourd'hui, c'est une qui a été rédigée par Oxfam Québec. Donc, le concept, puis je vous la lis, le concept de parité, ça signifie que les hommes et les femmes participent également à l'exercice du pouvoir, donc qu'ils sont représentés de manière égale dans les lieux décisionnels et les institutions politiques. Dans la poursuite de cette finalité, le Conseil du statut de la femme établit que l'on doit s'appuyer sur une zone paritaire qui serait un équilibre situé entre 40 et 60 % de représentation d'hommes et de femmes dans les institutions. Voilà pour la définition qui va nous servir de base, de terreau pour la première question, en fait, que je vais directement adresser à Claire, puisque on peut voir le portrait en France d'abord. Comment, Claire, est-ce qu'on peut affirmer que la sphère politique est paritaire en France? Alors nous, en France, on a une loi sur la parité donc, qui date de 2000, donc qui contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes. Donc nous, on est sur 50% pour les élections régionales, municipales, européennes et sénatoriales. Et alors, moi, je vais essayer de vous faire un petit état des lieux de la situation en France. En fait, on pourrait parler de quelques avancées, de mandature en mandature, avec davantage de femmes, par exemple, dans les différents parlements. En 2017, ce sont 38% de députés qui sont des femmes, contre 27% en 2012. Donc, on peut dire que oui, ça avance, mais en fait, on n'est toujours pas à 50%, donc on ne peut pas s'en satisfaire. On peut se dire aussi qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui est paritaire à première vue, mais qui en réalité, dans l'affectation des postes de pouvoir, ne l'est pas totalement. Les ministères de plein droit, avec les portefeuilles les plus importants, les ministères régaliens sont donnés à des hommes, et les femmes étant plus nombreuses à être ce qu'on appelle des ministres délégués d'État. Et donc, du coup, en fait, il y a certaines failles quand même à la loi sur la parité en France. Par exemple, les femmes sont souvent têtes de liste ou candidates dans des circonscriptions qui sont moins gagnables. Et donc, du coup, on va les placer là et comme ça, en fait, on ne fait pas rentrer davantage de femmes au Parlement et on laisse les hommes dans les départements qui sont gagnables. C'est aussi une loi qui est dite contraignante, donc en fait on punit financièrement les partis politiques s'ils ne la respectent pas. Et d'ailleurs certains préfèrent payer des amendes exorbitantes plutôt que de la respecter. C'était le cas notamment dernièrement des Républicains, pour faire très très gros, le parti de droite en France. Et après, si les municipales, par exemple, paraissent exemplaires, avec des listes absolument paritaires, finalement, on se rend compte que ça n'oblige pas à mettre des femmes tête de liste, puisque aujourd'hui, il y a 20% de femmes maires en France. Et d'ailleurs, c'est une liste qui est ordonnée de manière paritaire, et donc du coup, ça ne veut pas dire aussi que la deuxième, si c'est une femme, aura le poste en dessous du maire, et donc sera première adjointe. Ça peut être un homme. Du coup, il y a un petit peu de difficultés de ce côté-là. Et c'est le même principe d'ailleurs pour les élections européennes où nous, alors c'était en 2019, donc il y avait quand même 34 listes qui étaient proposées, avec finalement seulement 2 femmes têtes de liste pour les partis les plus importants. Je crois qu'en tout, sur les 34, c'est 3 femmes têtes de liste. Et puis, pour finir, encore quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'en fait, nos présidentielles arrivent finalement à grands pas, ce sera en 2022. Et malheureusement, la seule candidate qui semble se positionner est celle du parti d'extrême droite et donc anti-féministe. Même la gauche n'arrive pas à passer le cap de présenter une femme à cette élection. Voilà, pour un petit état des lieux sur la politique. Merci, Claire. Et puis, qu'en est-il, Caroline, du portrait au Québec? Merci.
Je veux juste dire d'entrée de jeu que je ne suis pas une spécialiste non plus de la parité. Donc, il y a sûrement des personnes qui assistent à la science qui ont peut-être beaucoup plus de connaissances que moi, mais je vais aller avec ce que je sais puis avec les expériences que j'ai. Je pense que je vois beaucoup de parallèles avec le contexte français et le contexte au Canada et au Québec. Récemment, Justin Trudeau a nommé une femme au fédéral au niveau du ministère des Finances, Chrystia Freeland, qui est quelque chose qui était historique, qui n'a jamais été fait avant. Donc, par exemple, toute la question des portefeuilles, l'importance de ces portefeuilles-là au niveau ministériel et à qui ils sont accordés, effectivement, c'est une tendance qu'on voit que c'est des choses qui sont beaucoup accordées à des hommes de manière générale. Au niveau des élections, un peu la même chose aussi. Quand il est temps de proposer des candidats, souvent, elles sont catapultées dans des comtés de circonscription qui sont moins gagnables. C'est des choses qu'on voit également aussi. En 2015, Justin Trudeau avait fait un cabinet paritaire. Il avait dit « because it's 2015 », puis ça avait fait un peu les médias et tout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même, mais qui reposent beaucoup sur la bonne volonté de ceux qui sont en place. Jean Charest avait fait aussi un cabinet paritaire en 2007. Par contre, je pense qu'il faut dépasser la question de juste avoir de la représentation visuelle ou en présentiel, si je peux dire ainsi. Mais qu'est-ce qui est réellement fait pour soutenir ces personnes-là en politique? Est-ce qu'elles demeurent en politique longtemps? Il y avait un reportage de l'actualité en 2016 qui parlait que l'Assemblée nationale au Québec est sexiste et en voici la preuve. C'était un peu le titre. Et ça disait un peu ces éléments-là, que les ministères les plus importants sont souvent accordés à des hommes. Le temps de parole aussi, dans le reportage, il parlait que le nombre de mots que les députés femmes disaient par rapport aux députés hommes, il y avait une inégalité. Donc, c'est subtil, mais c'est des choses comme ça. Les femmes ont tendance à parler moins longtemps. C'est sûr que c'est en 2016, le portrait a un petit peu changé. Puis au Québec, au niveau au Canada, au niveau municipal, provincial et fédéral, bon, on a eu Pauline Marois, Kim Campbell au fédéral en 1993, mais ces deux personnes-là, ça n'a pas duré longtemps leur passage comme première ministre. Donc, elles ont été là, mais ça n'a pas duré très longtemps. On a Valérie Plante à la Ville de Montréal. Et donc, c'est toute la question, est-ce qu'elles restent en politique pour plus qu'un mandat quand elles sont présentes et comment elles sont élues? Il y avait un texte qui était sorti récemment à propos de Dominique Anglade, qui s'appelait « La falaise de verre ». Et j'ai trouvé ça très intéressant comme texte. Ça parlait justement que souvent, les femmes dans ces positions-là en politique sont placées là quand ça va mal, généralement. Donc, ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à ces femmes-là. Elles ont des compétences, c'est évident, elles ont des qualités exceptionnelles, mais elles sont souvent placées là quand personne veut faire le boulot de rebâtir un peu le parti. Et il y a un élément que Claire a mentionné qui était très intéressant aussi. C'est pas parce que c'est une femme, la personne qui est en poste, que forcément, elle va avoir des pratiques qui vont être féministes ou qui vont favoriser l'inclusion. Et il y a aussi cette idée également que c'est pas parce qu'on a une femme première ministre que ça règle le problème de sexisme ou de discrimination dans la société. Pour faire un parallèle, c'est pas parce qu'on a élu Barack Obama aux États-Unis qu'il n'y a plus de racisme anti-noir aux États-Unis. Donc, c'est un peu les thématiques que je vois. Donc, est-ce que c'est paritaire? Je pense qu'on avance dans la bonne direction. Par exemple, au Québec, j'ai vu qu'on a 55 députés sur 125 à l'Assemblée nationale du Québec, donc 44 %. Mais encore une fois, est-ce que ces personnes-là sont soutenues dans ce processus-là? Est-ce qu'elles ont le temps de parole? Est-ce que leurs idées sont valorisées? Est-ce qu'elles sont dans une structure qui leur donne vraiment du pouvoir pour prendre des décisions? C'est plus des questionnements qui me laissent que je laisse un peu en suspens parce que je pense qu'il faut dépasser la parité juste en chiffres et aller plus loin. Donc, voilà. Merci. Mais justement, qu'en est-il si on sort un peu de la politique pour faire vraiment le tour du chapeau? Qu'est-ce que vous diriez des autres domaines décisionnels, par exemple, dans les médias, le milieu journalistique, académique, entrepreneurial? Est-ce que là, on peut dire qu'en France comme au Québec, on tend vers une parité? Claire? J'ai peut-être un regard assez noir sur le sujet, mais en fait, j'ai quand même l'impression qu'on a quand même du mal à tendre vers cette fameuse parité dans ces différents domaines décisionnels. Pour commencer, déjà concernant le milieu entrepreneurial, quand on regarde le CAC 40, donc les plus grandes entreprises françaises, en gros, aucune femme n'y est PDG. Sur les 50 PDG, les 57 PDG, directeurs généraux, présidents de conseil d'administration, seule une femme est aujourd'hui présidente d'un conseil d'administration. Donc pour les Françaises et Français,
c'est la boîte Sodexo. Voilà, déjà là, on est très très loin. Enfin, on est à zéro. Il n'y a même pas d'évolution pour l'instant qui commence. Ensuite, moi, j'aimerais bien parler des médias qui, eux aussi, finalement, donnent aujourd'hui trop peu la parole aux femmes. Finalement, quand elles sont invitées dans ces médias, elles se voient se faire couper la parole, leur expliquer par des hommes leur propre sujet. Il faut noter aussi que, en fait, sociologiquement, il est plus difficile pour une femme d'intervenir dans les médias. Les femmes ont plus tendance à moins s'y rendre quand elles ne se sentent pas expertes du sujet qui sera abordé. Alors que les hommes auront en tête des éléments de langage pour se sentir suffisamment à l'aise, quel que soit le sujet abordé. Moi, pour une petite anecdote personnelle, moi, je me souviens, lorsque j'étais co-responsable d'une organisation politique de jeunesse, un journaliste m'avait approché pour une interview. J'ai eu comme premier réflexe de répondre d'inviter plutôt mon binôme, donc un homme, ne me sentant pas la plus à l'aise sur ce sujet en particulier. Et finalement, heureusement que ce journaliste en question a insisté pour que ce soit moi, d'ailleurs parce que femme, il me le dira un petit peu plus tard, mais sinon, je n'y serais pas allée. Et donc, pour une question de survie dans ces sphères de pouvoir, moi j'ai tendance à dire qu'il ne faut jamais dire non aux propositions de représentation, parce qu'il y aura toujours un homme pour le faire à notre place. Et pour un point de vue un peu plus intersectionnel, et pour parler de la diversité, entre gros guillemets, dans les médias, en France, les personnes perçues comme blanches sont largement majoritaires, à 83% dans la télévision française. Et en fait, quand les personnes perçues comme non blanches accèdent à ces médias, elles seront très vite discréditées, notamment pour leur position en fait, féministe ou antiraciste. Moi, je pense notamment en France à Rokhaya Diallo ou Danielle Obono. Cette dernière, qui est députée de gauche de la France Insoumise, une femme noire qui est très ancrée dans la lutte antiraciste, s'est vue il y a quelques semaines caricaturée en esclave dans un grand journal français reconnu comme étant d'extrême droite. Donc elles sont systématiquement harcelées, menacées, discréditées pour tenter justement de les faire taire et qu'elles ne prennent pas cette parole dans les médias et dans toute autre sphère de pouvoir. Heureusement, elles sont un peu plus fortes qu'eux et donc résistent encore. Mais voilà. Mais en même temps, moi j'aimerais dire qu'il est difficile quand même de s'en étonner parce que en fait, quand on regarde un petit peu en fait, les directions des journaux, les chefs de rédaction sont presque à 100% des hommes blancs. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça va aussi avec la réception de MeToo ou Balance ton port en France. Les journaux, alors, ils en ont beaucoup parlé, mais ils ont parlé davantage de délation, où on finalement réussi à faire des dossiers de dizaines de pages sur une certaine crise. Donc, sans évidemment donner la parole aux victimes. Voilà. Caroline, est-ce que le portrait est semblable ou très différent que celui de la France de ce point de vue-là? Je vois plusieurs similitudes. Je vais peut-être plus parler au niveau des médias du monde académique. Moi, ce que je vois un peu dans ces deux domaines-là aussi, c'est pas seulement, encore une fois, la présence de des femmes ou des femmes racisées dans ces sphères-là, mais toute la question de l'objectivité, puis à qui on attribue un peu un privilège de l'objectivité, dans le sens où, moi, par exemple, je suis une femme noire, je fais des recherches sur les femmes noires, il y a beaucoup plus de chances que ce que je dis soit remis en question ou vu comme étant moins objectif que si c'était un homme blanc ou une personne blanche qui en parlait. C'est quelque chose qui revient souvent autour de moi et dans ce que je lis aussi. Au niveau des médias aussi, les chroniqueurs qui abordent ces thématiques-là, par exemple, sont souvent tassés de différentes façons ou remis en question. Cet été, il y a eu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux pendant la vague des dénonciations au niveau des violences sexuelles, mais aussi dans le monde des médias, plus Canada anglais. Beaucoup de journalistes, beaucoup plus établis, donc peut-être plus en position d'en parler aujourd'hui, mais qui abordaient en fait toutes les stratégies qui ont essayé de mettre en place pour parler de certains enjeux par rapport au racisme, au féminisme, etc. Et comment on leur dit c'est pas objectif, tu parles beaucoup trop de ces sujets-là, etc. Donc, encore une fois, c'est pas seulement la présence de ces personnes-là, mais qui prend les décisions en haut, dans les hautes sphères. Et c'est important de dire aussi que quand un milieu est homogène, donc quand il y a beaucoup d'hommes blancs qui prennent ces décisions-là, ça amène des biais et des angles morts. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit de bonne foi ou non, qu'on veuille bien faire ou non, quand il n'y a pas cette inclusion, cette diversité-là, c'est beaucoup de perspectives, en fait, qui ne parviennent pas à nos oreilles et on est dans une bulle, en quelque sorte. Et je pense que c'est important
de rechercher, en fait, cette diversité-là, et pas seulement de la rechercher, mais de la valoriser et qu'elle soit soutenue et qu'elle soit vue comme une expertise. Donc, quand Claire, par exemple, parle de Rokhaya Diallo, il y a d'autres exemples au Québec aussi du même genre, mais c'est assez fascinant. J'ai vu plusieurs vidéos de Rokhaya Diallo en ligne et la manière dont elle se fait parler systématiquement alors qu'elle est une experte de son domaine sur des plateaux de télévision. Elle se fait couper la parole, elle se fait interrompre, elle se fait ridiculiser. C'est assez choquant, en fait. Et donc, il y a des initiatives, par exemple, Femmes expertes au Québec, Informed Opinions en anglais, qui parlent justement, en fait, de cet enjeu-là de la diversité des femmes au niveau des médias. Ils donnent des formations, ils font diverses initiatives, justement pour que les femmes aient le réflexe un peu plus facile d'aller prendre la parole dans les médias. J'ai suivi moi-même certaines de leurs formations, puis c'est très utile. Parce que oui, c'est vrai que comme femme, souvent, on a tendance à dire ben, « je ne connais pas le sujet, je ne vais pas me prononcer ». Et des fois, on a tout ce qu'il faut, mais il faut être un petit peu poussé puis encadré pour en parler. Donc, je pense que c'est un peu les mêmes enjeux qui reviennent. Donc, qui est devant la caméra, mais aussi qui est derrière et qui prend les décisions, vraiment, à qui appartiennent les grands médias. Tout ça, ça a un impact sur quelle parole est jugée objective, légitime ou non, quels sujets sont abordés dans les médias aussi. Et ultimement, tout ça, pour moi, je vois ça comme un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Les médias ont une grande influence sur la façon dont on se perçoit soi-même ou les choix qu'on va faire comme société. Et pour moi, ça a un impact aussi sur la parité, comment les femmes se voient elles-mêmes dans ces sphères-là si on n'est pas représenté nulle part. Donc, c'est un peu ce que je vois. Je vois beaucoup de parallèles, effectivement, avec ce que Claire exprimait. Bien. Il y a eu quelques éléments de réponse, en tout cas, à la question que je souhaite vous reposer. Mais là, disons, j'y vais de manière plus frontale. Pourquoi, en fait, est-ce que les femmes sont moins nombreuses dans les espaces décisionnels? Parce que d'après vos réponses, on comprend qu'elles le sont, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des éléments plus précis que vous souhaitez aborder? Par exemple, Claire? Il y a énormément de raisons à ça, mais si on veut en citer que quelques-unes, déjà, c'est parce qu'en fait, ces milieux, historiquement, ont été créés par et donc pour les hommes. Et donc, où ce sera la virilité, la force, le bruit, la prise de parole qui seront sans arrêt valorisées. Et en fait, ça va avec notre socialisation qui est éminemment genrée, où on nous apprend en tant que femme depuis toute petite à ne pas élever la voix, à se faire petite, à être des objets et finalement ne surtout pas contester. Et donc, en fait, il est difficile de prendre sa place dans ces lieux qui vont à l'encontre de ce qu'on a construit chez nous depuis toute petite. Et en fait, quand les femmes réussissent à intégrer ces lieux, et en fait, il faut réussir à se battre pour rester, pour se faire remarquer et donc évoluer dans ces différentes sphères. Et après, je trouve ça passionnant en sociologie de l'engagement militant. On remarque différentes stratégies justement pour survivre. Alors, on dit qu'il y a souvent 3 stratégies pour les femmes qui sont militantes pour justement évoluer dans ces milieux. On a les premières qui vont justement intégrer ces codes masculins pour pouvoir s'en sortir et jouer aussi à couper la parole, à prendre la place, à s'imposer. Et voilà, d'autres qui seront plus dans ce côté un peu maternel, qui est un bon stéréotype bien ancré chez les femmes et qui vont vouloir prendre soin de l'autre et faire des politiques dans ce sens-là. Et on dit aussi qu'il y a une stratégie de la séductrice qui va essayer de séduire justement dans le parti politique pour pouvoir évoluer. Quand je dis séduire, sans parler de sexualisation et autres, mais en tout cas de plaire aux différents partis. Voilà. Mais pour moi, il y a vraiment un lien très intéressant sur la socialisation genrée. Il y a encore plein d'autres raisons, mais on n'aurait pas le temps de toutes les aborder. Oui. Donc, oui, effectivement, j'aime beaucoup que Claire a amené l'aspect de la socialisation parce que souvent, il y a beaucoup un discours que c'est une question d'ambition personnelle, de foncer, de sortir de sa zone de confort, ce qui n'est pas faux dans une certaine mesure, effectivement. Comme on le disait tout à l'heure, les femmes n'ont pas tendance à prendre spontanément ces espaces-là si elles n'ont pas été encouragées à le faire. Par contre, pour moi, c'est juste une partie de la réponse. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres facteurs familiaux, socialisation, etc. Mais également, quand les femmes sont en présence dans ces espaces-là, toute la question de la cyberviolence et des violences qu'elles subissent, le harcèlement qu'elles subissent aussi, c'est une façon de les faire sortir de ces espaces-là et qu'elles se taisent et qu'elles se sentent intimidées, en fait, de prendre la parole. Et ça envoie un message aussi à toutes celles qui regardent de voir ça également.
Je pense par exemple à Christine Labrie qui avait fait un discours à l'Assemblée nationale au Québec, puis qui parlait de la cyberviolence que les femmes députées subissent à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui est beaucoup banalisé. On dit que ça fait partie du métier, c'est normal, etc. Mais ultimement, ça a des impacts sur les personnes et les femmes ont tendance à avoir à recevoir beaucoup plus cette violence-là, des menaces de mort, des menaces de viol. Les femmes racisées aussi, beaucoup dans une grande proportion. Donc ça a un impact aussi sur le désir des personnes de vouloir entrer ces sphères-là et également leur désir de vouloir y rester. Ça finit par user aussi de recevoir ces attaques-là de manière régulière et de s'y habituer, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est un facteur également à ne pas négliger, que quand ces femmes-là entrent ces espaces-là, bien, il y a toutes sortes de stratégies qui sont utilisées pour les faire sortir de ces espaces-là, parce que leur présence dérange. Donc c'est un des facteurs que je vois. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais ouais. Bon, bien, je pense qu'on peut dire qu'on a un portrait, certes court, mais quand même assez éclairant et éclairé de la situation. Maintenant, j'ai envie de vous amener ailleurs. On entend beaucoup parler du système des quotas. Les quotas comme une action qui permet de corriger, des actions en fait, qui permettent de corriger des discriminations passées. Selon vous, mesdames, est-ce que les quotas sont un moyen efficace et juste pour tendre vers une plus grande parité? On continue avec Caroline, on va échanger un peu l'ordre des pays. Il y a une phrase que j'ai entendue que je trouvais quand même intéressante de Caroline Codici, qui a fondé la gouvernance au féminin. Et elle disait, en fait, quand on légifère, on trouve des femmes, et quand on ne légifère pas, on trouve des excuses. Ce qui n'est pas faux, parce que quand on s'attend juste que ça devienne paritaire un peu par tout seul, la vérité, c'est que ça ne se fait pas. Et donc, je pense que c'est un passage obligé dans une certaine mesure et non une fin en soi. Encore une fois, bien, comme Claire l'expliquait, en France, il y a une loi à ce niveau-là. Il y a quand même des façons de contourner cette loi-là pour ne pas vraiment donner du pouvoir aux femmes. Donc, je pense que ce n'est pas une panacée. C'est sûr qu'il y a différentes positions là-dessus parce que il y a tout le discours, bien, ces personnes-là sont là juste parce qu'elles sont des femmes et non parce qu'elles sont compétentes, alors que ce n'est pas ça la question. Il y a des femmes compétentes, mais il faut aller leur donner la place pour qu'elles prennent cette place-là, justement, et qu'elles la prennent elles aussi. Donc, je dirais que je pense que c'est un passage obligé plutôt qu'une fin en soi. Également, encore une fois qu'elles sont présentes, qu'est-ce qui est mis en place pour les soutenir et vraiment pour qu'elles s'épanouissent et qu'elles jouissent de leur plein potentiel? C'est une autre question aussi qui est importante, de dépasser juste la statistique, mais de voir vraiment qu'est-ce qui est mis autour pour soutenir ces personnes-là. Est-ce que leur parole est valorisée? Est-ce qu'on entend ce qu'elles disent? Est-ce qu'on veut entendre réellement ce qu'elles disent? Ou on fait ça pour se donner bonne conscience? C'est aussi des questions que je pense qui doivent être posées également. Et du côté de la France, qu'est-ce qu'on dit des quotas? Moi, je suis assez d'accord avec ce que Caroline dit, mais c'est vrai que nous, le terme de quota est et encore aujourd'hui, malgré une loi sur la parité, est très décrié en France. D'ailleurs, à la fin des années 90, pendant le débat sur cette parité, des femmes d'un certain féminisme universaliste étaient plutôt se positionner contre la parité en mettant justement en avant ces quotas. Et en fait, c'est un débat qui revient encore aujourd'hui. On dit, bon, en fait, si on doit mettre des quotas pour les femmes, en fait, demain, il faudra faire des quotas pour les personnes valides ou non, des quotas pour une orientation sexuelle différente que l'hétérosexualité, etc. etc. Enfin, c'est un faux débat et voilà. Et moi, comme le disait Caroline, moi je pense qu'en fait ils sont essentiels, mais que c'est pas, et elle le disait très bien, un objectif en soi. C'est un moyen par lequel il faut passer pour normaliser la présence des femmes. Mais par contre, il faut plutôt faire attention à moi je pense, enfin il y a que ce soit des femmes, par contre, issues de tous milieux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il y a une certaine catégorie de femmes qui arrivent à accéder à ces sphères de pouvoir. Et la parité n'a pas énormément aidé là-dessus. Et par contre, ce qu'on remarque, c'est que justement, ce système de quotas, de parité, ça a engendré encore plus de concurrence entre les femmes, notamment dans les sphères politiques, et que finalement, ça a renforcé une solidarité masculine déjà bien existante et pour toujours se protéger. Mais voilà, rien à rajouter, c'était très bien. Caroline, c'était très bien. Donc, on a parlé, justement, vous l'avez abordé, les moyens qu'on met en place
à part des quotas, une fois qu'on a les quotas atteints ou en tout cas mis en place les moyens qu'on donne aux femmes pour rester dans ces postes-là, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens, selon vous, auxquels on pourrait penser qui pourraient être privilégiés pour atteindre la parité? Claire, en France, par exemple? Alors moi, je parlerai davantage de ce que je connais, donc du champ de mes recherches, que sont les partis politiques. Mais pour moi, c'est d'ancrer durablement les questions féministes dans un point de vue sectionnel dans ces partis. C'est de faire une déconstruction des différents rapports de domination existants. Alors, ça peut être, après, ça peut paraître des petites choses, mais pour moi, c'est essentiel, sinon on ne reconstruira pas un parti politique et ses sphères de pouvoir de manière féministe. Mais ça peut être par le biais d'audits d'associations extérieures ou de chercheuses ou chercheurs pouvant faire des préconisations. Parce qu'en fait, on remarque que les questions féministes sont très peu pensées de manière endogène, de manière interne aux partis politiques. Et alors, on va faire des formations sur l'égalité salariale, très bien. Mais à côté de ça, en France, même à gauche, aujourd'hui encore, les réunions en mixité choisie, ça pose de problèmes. Et en fait, on peut utiliser dans les partis, et même les partis dits féministes, progressistes, etc., etc. Et pour moi, c'est en instaurant un vrai réseau de solidarité entre les femmes, des espaces de parole non mixtes, que celui de pouvoir, usant des codes masculins, pourrait être renversé, en fait. Et du coup, il faut vraiment intégrer la sororité et donc se rencontrer, se valoriser. C'est du coup de toujours préférer reprendre et féliciter, valoriser une intervention de femmes plutôt que encore valoriser la parole des hommes, parce que ça, en fait, ils savent très bien le faire entre eux. On parlait de solidarité masculine avant. Et donc, du coup, pour moi, c'est en se regroupant, en créant de vrais collectifs féministes qu'on pourra oser aussi accéder à des postes à responsabilité. Et leur dire que, maintenant, les privilèges masculins, blancs, hétéros, en fait, c'est terminé et qu'on prend notre part. Et pour cela, moi, je pense que la vague MeToo, et Balance ton port, a vraiment permis à des jeunes femmes exceptionnelles de s'engager. Et maintenant, c'est aux partis d'aller les chercher, de leur ouvrir les portes et en fait de leur donner une voix, une vraie place. Et elles ont énormément de choses à dire, donc maintenant, il faut les accueillir. Et pour moi, c'est comme ça qu'on débloquera un petit peu toutes ces sphères de pouvoir. Caroline, est-ce que vous êtes d'accord avec ces moyens-là qui sont proposés par Claire en France? Oui, effectivement. Je pense que, comme on dit au Québec, il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Donc, c'est sûr qu'on parle de féminisme et de parité souvent à l'extérieur, mais les partis politiques doivent faire ce travail-là à l'interne aussi et vraiment donner un soutien aux personnes, aux femmes, en fait, qui veulent, ou d'autres sphères de pouvoir aussi, la même chose, qui sont vraiment soutenues dans ces démarches-là. Je pense aussi toute la question des violences aussi, c'est un angle mort qui n'est pas souvent abordé. Comme je disais tantôt, qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur, je pense que c'est quelque chose qui est parfois, souvent banalisé. Je pense que c'est quelque chose à prendre en considération aussi, que ces femmes-là sont en sécurité, qu'elles sont à l'aise de pouvoir exercer leur métier et qu'on sorte un peu du discours, ça fait partie de votre travail de recevoir de la haine. Je pense qu'il faut sortir un peu de cette fatalité-là, selon moi. Mais aussi de tenir les gens, on dit en anglais « accountable », dans le sens où il faut qu'il y ait un suivi qui soit fait sur ces enjeux-là pour savoir un peu c'est quoi l'évolution à ce niveau-là, c'est quoi le progrès qui est fait en la matière et de ne pas laisser encore une fois ça à la bonne volonté des personnes parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas quand on fait ça. Donc, voilà. Pour clore ce chapitre-là, si on veut, de notre discussion, est-ce qu'on peut observer une sensibilité? On voit clairement des changements, mais est-ce qu'on peut observer une sensibilité pour ces enjeux-là de parité de la part de la classe dirigeante au Québec? Je pense que oui, il y a une sensibilité parce qu'on en parle de plus en plus. C'est sûr que, des fois, ça peut faire un peu pour se donner bonne conscience ou effet de mode à certains égards. Parce que c'est un peu à la mode de parler de ces enjeux-là jusqu'à un certain point. En même temps, je pense que c'est important d'en parler, il faut continuer à le faire. En même temps, il faut des actions. Et puis, comme on dit tantôt, il faut vraiment être robuste dans notre approche et ne pas y aller timidement. Donc oui, je pense qu'il y a une sensibilité, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Et pas seulement au niveau de la parité homme-femme, mais aussi les personnes racisées, les femmes racisées,
et toutes les autres formes d'oppression que les individus peuvent vivre. Et comme disait Claire, c'est souvent une certaine catégorie de femmes qui accèdent à ces positions-là. Et c'est des choses qu'il faut réfléchir aussi. On peut appartenir à un groupe marginalisé et quand même porter des privilèges. Et donc, il faut commencer à réfléchir aussi à cette question-là de c'est qui réellement qui accède à ces postes-là et qui en est exclu. Donc, je pense qu'il y a une conversation qui débute là-dessus, mais encore une fois, c'est amorcé et donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur la question. Bien, mais c'est ouvert. On y est. Claire, des choses à rajouter? Oui, et ça, je vais essayer d'être un peu factuelle, mais en fait, moi, je pense que les derniers exemples français montrent que non, la classe dirigeante n'a pas envie d'être davantage féministe. Quelques exemples, mais Emmanuel Macron, donc président de la République, avait promis, s'il était élu, de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Bon, déjà, aucune politique publique d'ampleur sur la question féministe n'a été mise en place, à part quelques petits bouts par-ci par-là. Mais à côté de ça, comment y croire quand, et ça va revenir sur ce que Caroline disait sur les violences sexuelles au sein de cette sphère dirigeante, mais dans le nouveau gouvernement Macron, Gérald Darmanin est promu ministre de l'Intérieur, donc c'est un des plus gros ministères en France, alors qu'il est accusé de viol. Et lui-même reconnaît avoir demandé un rapport sexuel en échange d'une promotion. À côté de ça, on a un nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, reconnu comme étant un anti-féministe, faisant, quand il était avocat, des plaidoiries anti-MeToo, et qui remet dernièrement en cause le nombre de viols en France. Alors, pour rappel, quand même, en 2018, 94 000 femmes déclarées avoir été victimes de viol. On estime on commence à savoir pourquoi, mais qu'une seule femme sur 10 ose le déclarer. Et donc, le nombre de victimes approcherait le million. Et ça, en fait, il le conteste. Parce qu'on connaît ses positions anti-féministes. Mais d'ailleurs, au-delà des partis dits à droite, en fait, même dans les partis de gauche qui se disent progressistes, féministes, qui dénonçaient par des tribunes ce nouveau gouvernement, mais en fait, dernièrement, on a vu deux militantes écologistes et féministes élues à la mairie de Paris, Raphaël Rémy et Alice Coffin, exclues de la majorité de Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, parce que en fait, ces deux femmes dénonçaient la nomination de Christophe Girard comme adjoint à la culture. Alors, pour rappel, celui-ci avait financé il y a quelques années une chambre d'hôtel en fait, à un pédocriminel reconnu, l'écrivain Mazineff. Et finalement, il y a une semaine après leur exclusion et le soutien inconditionnel d'Hidalgo à son élu, on apprend qu'une plainte a été déposée à l'encontre de Christophe Girard pour viol sur mineur, un mineur de 15 ans. Donc, et là où les mots sont importants, lui a été invité à s'extraire de la majorité le temps de l'enquête. Et en fait, elle, Raphaël et Alice, qui ont eu le courage de protester, sont exclus et ne sont pas invités à réintégrer la majorité. Donc, deux poids, deux mesures. Donc. Et en fait, on le voit ici, la priorité, c'est de protéger l'organisation coûte que coûte, jusqu'à en oublier sa condition en tant que femme. Et d'ailleurs, pour en rajouter encore... Là, on apprend il y a une heure une nouvelle accusation pour harcèlement sexuel sur une collaboratrice de la part d'un maire adjoint de la majorité à Paris. Donc, c'est parfois trop oublié, mais en fait, on ne doit plus jamais se contenter de se dire de gauche. Et en fait, ça ne veut pas dire être allié et encore moins être féministe. Bien, en fait, ça m'amène justement à tous ces faits dont Claire, vous avez parlé, ça m'amène sur le deuxième thème de la discussion qui sera plus court parce que le temps file quand même. Mais pour le bénéfice des participants, bien, on peut rappeler que dans le cadre de vos études, vous êtes intéressés toutes les deux aux violences sexuelles faites aux femmes et puis que vous employez une approche intersectionnelle. Donc, Caroline, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous définir ce que veut dire l'intersectionnalité, ce que c'est? Puis ensuite, je demanderai à Claire justement pourquoi parler d'intersectionnalité quand on veut parler de parité. Je dirais donc que c'est un concept qui est complexe, l'intersectionnalité, qui a différentes façons d'être compris, interprété. Généralement, on attribue à la juriste afro-américaine Kimberly Crenshaw en fait le terme intersectionnalité
Mais il faut dire que beaucoup de personnes avant elle, sans utiliser ce terme-là, avaient des écrits ou des pratiques qu'on peut qualifier d'intersectionnelles sans utiliser le terme. Donc, ça vient beaucoup des milieux militants au niveau des populations noires aux États-Unis, des femmes noires aux États-Unis. En fait, l'intersectionnalité, ce que c'est, en gros, c'est vraiment la compréhension qu'une personne peut vivre différents types d'oppressions qui sont croisées. Donc, ce n'est pas vraiment une addition, mais que c'est comme ensemble, ça se co-construit, ça se renforce l'un et l'autre. Moi, par exemple, si je prends ma lettre ouverte que j'ai écrite dans la presse L'Entonnoir le 10 juillet dernier, c'est un peu ce que j'illustrais dans ma lettre, sans nommer le terme intersectionnalité, mais je parlais en fait de la violence basée sur le genre que j'ai vécu, du racisme anti-noir, et aussi au niveau de la classe sociale, parce que j'ai d'un milieu assez modeste. Et donc, tout ça ensemble a façonné mon expérience à ce niveau-là. Donc, c'est un exemple d'intersectionnalité, si je peux le dire ainsi, comment ces différents systèmes d'oppression marchent ensemble main dans la main, parce que souvent, c'est un peu tout dans tout, et que selon les différents marqueurs identitaires qu'on a, donc, bon, être une femme noire, par exemple, ça amène d'autres enjeux que d'être une femme blanche ou d'être un homme blanc. Et donc, il y a différentes réalités sociales qui peuvent être vécues différemment. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas statique non plus. Je porte des privilèges, même si je suis une femme noire, je suis universitaire, etc. Et donc, selon le contexte où je vais me retrouver aussi, ça peut différer aussi ce qui peut être vu comme une oppression ou un privilège. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu complexe, mais c'est un peu ça. Et puis, Claire, en quoi est-ce que c'est... disons, ça enrichit le sujet quand on parle de parité, d'aborder l'intersectionnalité? Oui, alors, donc déjà pour moi, c'est rompre avec le système universaliste et dire qu'en tant que femme, Caroline l'a très bien dit, c'est que non, nous ne sommes pas toutes pareilles parce que femmes, qu'il y a des discriminations qui sont imbriquées les unes avec les autres, comme très classiquement le genre, la race, la classe, mais aussi en fait, l'orientation sexuelle ou le fait d'être valide ou non. Et en fait, parce que pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment de se dire qu'il faut simplement des femmes dans les hautes sphères. Tout à l'heure, Caroline le disait sur cette femme qui représenterait dans la représentation ou dans l'image. Ces femmes doivent déjà, bien sûr, être profondément féministes, mais si aujourd'hui nous restons dans une optique universaliste, modèle très largement glorifié en France par ailleurs, seules des femmes blanches issues de la bourgeoisie accéderont à ces sphères. Et on l'a dit tout à l'heure. Donc parler d'intersectionnalité ici, c'est aussi se mobiliser pour que des femmes issues des milieux modestes, perçues comme non blanches, prennent le pouvoir et ainsi changer réellement et radicalement les choses en associant les combats féministes à la lutte des classes ou encore à l'antiracisme. Et parler d'intersectionnalité, pour moi, c'est aussi s'intéresser à d'autres lieux que les hautes sphères. Et en fait, par exemple, se rendre compte que les métiers les plus pénibles et d'ailleurs essentiels, on l'a dit tout à l'heure, on le voit pendant cette crise sanitaire, sont quasiment à 90% occupés par des femmes, sont sous-payés, travaillent dans des conditions inacceptables. Et en fait, c'est peut-être à elles aussi, et je pense surtout, qu'il faut donner la parole. À titre d'exemple, sur les métiers les précaires, c'est encore une fois les femmes qui sont désavantagées. Moi, quand j'étais éducatrice spécialisée, on représentait 90% des travailleuses et des travailleurs, donc femmes, et qui avaient accès finalement au poste de direction, de chef de service, et bien, en fait, des hommes, alors qu'ils étaient quand même beaucoup moins nombreux que nous. Et j'avais envie de parler aussi d'un autre combat qui se passe en France depuis un an. Il y a des femmes fabuleuses que j'admire beaucoup qui sont en grève depuis plus d'un an maintenant. Elles sont femmes de chambre dans un hôtel. Elles se mettent en grève parce qu'elles sont victimes de la sous-traitance, du racisme, du sexisme, et elles ont décidé de se battre. Et pourtant, elles ne sont pas les plus armées pour le faire, donc déjà pour une question financière, et ont très peu de soutien. Dans les médias, on n'en parle pas, et pourtant elles sont là, et c'est une lutte fondamentalement féministe. Et pour moi, c'est donc vers ces femmes que nous devons nous tourner, leur donner la parole et être les meilleurs alliés possibles en leur donnant la parole, et qu'elles prennent le pouvoir. Merci beaucoup, mesdames. En terminant, pour faire un peu la synthèse de notre discussion, avant de passer aux questions, je vous rappelle que c'est le moment, là, si vous voulez commencer à préparer mentalement les questions que vous souhaitez poser à nos intervenantes, c'est le moment. Mais
avant. On va simplement essayer de faire un peu la synthèse de notre discussion, quitte à se répéter un peu, mais en tout cas, on a compris, évidemment, à vous entendre qu'il y a encore énormément de travail à faire. Mais en termes de parité, est-ce que vous pensez qu'on a fait des gains durant la dernière année? Puis quelles seraient, selon vous, les luttes, les prochaines luttes ou les pistes d'action à mener pour l'avenir, pour y arriver? Caroline. Comme je le disais tantôt, je pense que oui, il y a un progrès au Canada, au Québec. Mais comme on dit, on s'entend là-dessus il faut aller plus loin. Je pense que les prochaines luttes, c'est de tendre vers une approche intersectionnelle, mais pas juste un buzzword, un mot à la mode, mais vraiment d'aller rejoindre les gens là où ils sont et de bâtir des liens avec eux. Parce que souvent, quand on dit qu'on veut donner la parole, oui, donner la parole, mais comment on le fait, dans quel contexte, qui établit les termes de cette prise de parole-là, puis comment c'est fait, qui utilise après cette parole-là, puis comment ça va être utilisé pour améliorer les choses. Je pense que c'est toutes des questions qu'il faut se poser aussi. Donc, je pense qu'il faut rejoindre d'autres populations marginalisées qui ont tendance à être laissées pour compte et vraiment réfléchir à comment on le fait. D'avoir des liens vraiment avec ces gens-là, de ne pas juste poser une question, mais d'établir une relation vraiment avec ces personnes-là d'égal à égal, si je peux le dire ainsi. Il faut vraiment mettre un contexte en place. Donc, ça peut pas utopique, mais abstrait comme ça, mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire également? Bien. Merci, Claire. Alors là, je vais peut-être être un peu plus optimiste pour la conclusion. S'il vous plaît. Bien sûr, en fait, il y a eu des avancées qui ont été obtenues ces dernières années. N'empêche qu'on ne peut pas s'en satisfaire, comme les chiffres qu'on a annoncés depuis le début. Aujourd'hui, voilà, les sphères de pouvoir sont essentiellement masculines, mais en fait, moi, il y a quand même quelque chose qui me rassure, et c'est là où je vais être optimiste, c'est que, en fait, c'est que l'engagement sous des formes très différentes que des formes très traditionnelles, en fait, se multiplie. Il y a un nouvel engagement après cette vague MeToo, Balance ton port, ou ici en France, la lutte contre les féminicides. En fait, la honte a finalement changé de camp. Il y a un vrai collectif féministe qui se crée avec des jeunes femmes qui ne veulent plus, qui ne peuvent plus être considérées comme des objets. Et en fait, cette vague, elle a vraiment suscité de l'engagement. Et aujourd'hui, en France, même dans les lycées, donc dès 15 ans, en fait, il y a des jeunes filles qui créent des associations féministes, qui se mobilisent, qui manifestent par centaines de milliers. Et en fait, du coup, oui, la classe dirigeante n'est peut-être pas prête à voir ses privilèges disparaître, mais en tout cas, les citoyens et surtout les citoyennes, elles sont prêtes à en découdre et ça, c'est plutôt satisfaisant. Et concernant les prochaines luttes, Caroline a très bien parlé d'intersectionnalité. On dit souvent que la révolution sera féministe ou pas, et effectivement, moi je pense que cette révolution, elle doit être intersectionnelle, et en cela que les luttes féministes doivent impérativement s'ouvrir à d'autres luttes, qu'en tant que femmes, nous devons être dans les mobilisations sociales, dans les luttes antiracistes, contre les violences policières. Nous devons également aussi parler écoféminisme. Et en fait, ce sera en se rassemblant et en recréant du collectif, si malmené par un système capitaliste, en fait, qu'on pourra en finir durablement avec le patriarcat. Jolie conclusion. Merci. Merci à vous deux. Maintenant, on ouvre aux participants pour la discussion. En fait, on pourra peut-être, on souhaite entendre vos questions, lire vos questions pour permettre de creuser encore un peu le sujet. D'abord, considération technique. Je vous explique un peu comment ça peut se passer, même si probablement vous commence à être assez habitué avec Zoom, j'y vais quand même. Donc, en principe, comme je vous le disais, je vous ai encouragé à noter vos questions sur le côté comme ça. Vous les avez, certains d'entre vous ont déjà commencé à les noter dans la conversation, le champ de conversation de Zoom. Celles-là, je crois que Marie, tu vas peut-être me corriger, il est prévu que nous, on les pose, on soit votre voix, si on veut. Sinon, si vous souhaitez vous-même dialoguer avec nos invités, c'est tout à fait possible de le faire. Il faut manifester votre intention tout simplement en allant sur le petit icône des participants au bas de votre écran et puis vous verrez toute une série de petits jolis icônes là. Vous cliquez sur la petite main bleue puis on saura que vous souhaitez poser une question de vive voix. Voilà. Alors, la période des questions est ouverte. La parole est à vous. Est-ce qu'on commence? Marie, je te laisse gérer tout ça.
Oui, donc bonjour Claire, bonjour Caroline, merci pour la belle présentation. On a déjà une question de Marie-André Gauthier, mais que je propose qu'elle pose elle-même. En fait, je crois qu'elle est dans l'assistance, donc Marie-André Gauthier, je vais allumer votre micro. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. En fait, c'est ça, on a parlé qu'il faut des mesures structurantes pour avoir des changements systémiques. Donc là, j'irais plus dans le concret. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une plus grande parité, oui, entre les femmes et les hommes, mais aussi au niveau de la diversité. Donc, on a perdu la fin de votre question. Ça allait très bien jusqu'à ce qu'on voit votre image, en fait. Donc, on va être patiente, quelque peu. Madame Gauthier? Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle avait écrit sa question. Donc, je peux peut-être poursuivre, puis vous pouvez revenir, puis on vous redonnera la parole. Donc, question de chiffres. La première question, c'était quelle zone paritaire privilégiée? On avait parlé de 40-60, de 50-50, de 60-40. Est-ce que c'est des questions auxquelles vous avez réfléchi? Est-ce que vous trouvez que c'est des questions pertinentes? Avez-vous une opinion sur le pourcentage paritaire ou pas? Donc, Caroline ou Claire? Ben, je peux peut-être y aller. Je pense que je n'ai pas tout à fait la réponse précise à cette question-là. C'est une bonne question. Mais je pense que c'est une partie, en fait, des questions qui doivent être posées parce que c'est sûr qu'il faut un rapport de force pour avoir une influence réellement dans ces sphères-là. Donc, il faut que notre présence se fasse sentir et qu'elle ne soit pas facilement... c'est pas facile de juste passer par-dessus puis d'ignorer, en fait, ce que les femmes ont à dire. J'ai pas tout à fait la réponse à cette question-là. Je pense que c'est quelque chose qui doit être réfléchi et discuté, mais c'est sûr qu'il faut un rapport il faut que notre présence soit sentir, en quelque sorte. Donc, c'est un peu comme ça que je répondrais. Claire, mais est-ce que ça ressemble un peu? C'est à peu près ça. Moi, je me dis, pour vraiment être sur l'effet du 40-60, 50, en France, ça devrait, si on arrivait à avoir vraiment 50-50, je m'en satisferais beaucoup. Et en plus, ça représenterait à peu près la population française. Et voilà. Après, il faut voir un petit peu plus large, je pense, effectivement, et on l'a dit pendant l'heure, mais plus large que ces chiffres et de voir qui sont ces femmes qui aussi en fait, sont en place. Merci Claire, merci Caroline. Marie-André Gauthier a quitté. Elle avait d'autres questions, mais je vais attendre peut-être qu'elle reviendra les poser elle-même. On a une autre question de Marine Cœur d'Acier, à qui je propose également de venir poser sa question elle-même. Donc, ça ne sera pas long. On va lui permettre de le faire. Voilà. Allô? Oui, on vous entend. OK. Oui, ma question, c'était par rapport au quota. Je sais que des fois, ça se fait dans certains, dans certains domaines. Est-ce que vous êtes d'avis d'imposer des quotas dans les CA, par exemple, ou dans la politique pour que nos instances décisionnelles soient plus paritaires? Genre faire en sorte que ce soit comme une obligation, entre guillemets? Mais je peux peut-être y aller. C'est un peu ce que je disais tantôt. Pour moi, je vois ça plus comme un passage obligé qu'une finalité en soi. Quand ces personnes-là sont dans des espaces décisionnels ou de pouvoir, comme on le conçoit traditionnellement, qu'est-ce qui est fait pour soutenir ces personnes-là? Parce que pour qu'elles restent et qu'elles se sentent bien dans ces espaces-là, c'est des questions qu'il faut se poser aussi au-delà de juste la présence de ces personnes-là dans ces sphères-là. Donc, ça revient un peu à ce que je disais. Est-ce que leur parole est valorisée? Est-ce qu'elles sont soutenues? Est-ce qu'elles sont écoutées? Est-ce qu'elles peuvent vraiment se réaliser à leur plein potentiel?
Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant de juste avoir des quotas. Il faut penser aussi plus loin. Mais c'est sûr que quand on n'a pas quelque chose qui force les gens à le faire, malheureusement, ça ne se fait pas toujours. Donc, c'est un peu comme ça que je répondrais. Claire, oui. Enfin, tu as déjà tout dit, Caroline, mais bon, c'est vrai que pour compléter, effectivement, quand il n'y a pas d'obligation, voilà, je pense sur les questions des partis politiques, enfin, des élections, en tout cas politiques, obligatoire, c'est à peu près respecté, ou en tout cas, on tend vers ça, à une amélioration. Et quand on fait, quand on compare avec l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de femmes à la tête de ces entreprises. Donc, bien sûr, ça ne suffit pas, mais oui, pour moi, il faut imposer ces quotas dans les différentes sphères de pouvoir. Merci Claire, merci Caroline. On a Marie-André Gauthier qui est revenue et à qui on va quand même laisser la chance de terminer sa question. Donc, Marie-André, je vous redonne la parole et le micro. Oui, bonjour, bonjour à toutes. Désolée, puis ça se peut que ça recoupe, hein, puis après, j'abandonnerai pour aujourd'hui, mais bon, je pense que j'ai entendu des bribes un peu. Oui, les quotas, c'est une chose, mais effectivement, il faut qu'il y ait du soutien et des mesures d'accompagnement, puis en fait, je représente le réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec et dans toutes les régions administratives du Québec, il y a du soutien offert par ces groupes pour les femmes qui veulent se lancer en politique. Toutefois, il faut que ces programmes soient financés, inévitablement. Donc, il y a là tout un enjeu. Toutefois, il n'en demeure pas moins que la question des quotas peut être une mesure structurante. Et ma question n'était pas tant sur la parité entre les femmes et les hommes, parce que ça, on commence à développer une certaine expertise, notamment notre organisme et le groupe Femmes politiques et démocratie au Québec. Donc, avec ça, on y arrive. Mais vraiment, la question de l'inclusion de la diversité des populations, comment faire pour avoir des quotas qui nous permettraient, ou des mesures structurantes, comme par exemple, comment arriver avec des listes, avec des têtes de liste représentant la diversité. Parce que là, il y a des enjeux quasi mathématiques pour y arriver. Je ne sais pas si vous avez des solutions, des pistes de réflexion, parce qu'au niveau de la littérature, il y a peu de choses qui existent à ce niveau-là. Et on est toujours confronté, comme ça a été nommé par Claire en début de son allocution, de dire oui, mais si on met un tant de pourcentage pour les personnes racisées, il va falloir en mettre un tant de pourcentage pour les communautés LGBTQ, puis un tant de... C'est bon, toujours comme ça par catégorie. Alors concrètement, comment on fait pour arriver à ces changements systémiques? Je pense que j'ai plus des pistes de réflexion, puis Claire l'a élaboré un petit peu tout à l'heure. Elle parlait de différentes formes d'engagement politique, puis je pense que c'est important aussi de voir l'engagement politique, pas seulement dans des formations politiques partisanes comme on le connaît, mais qu'il y a différentes formes d'engagement politique. Ce qu'on fait en ce moment, pour moi, c'est de la politique, même si ce n'est pas dans un parti politique. Le fait que les gens soient présents aussi, c'est aussi une forme de politique pour moi. Donc, je pense que ça peut amener une piste de réflexion, comment on voit la politique dans notre société, parce que souvent, on voit ça comme étant dans un parti politique partisan. Et souvent, les personnes plus marginalisées ont tendance à s'engager politiquement, mais de d'autres manières. Donc, ça peut être, c'est juste une réflexion que j'avais. Au niveau des catégories, des fois, en fait, c'est sûr qu'il faut de la diversité et de la représentation. En même temps, une personne racisée qui est en politique n'a pas forcément envie de toujours parler des enjeux sur le racisme en politique. Elle peut avoir envie de parler d'économie, elle peut avoir envie de parler de services sociaux, par exemple. Donc, des fois, le danger aussi avec ces choses-là, c'est que quand on a une personne qui représente la diversité, mais qu'on lui donne la responsabilité de porter, en fait, ce fardeau un peu de représentation pour toutes les communautés, ça, c'est un danger aussi qui peut arriver. C'est plus des pistes de réflexion, mais c'est sûr que c'est un peu difficile de répondre à cette question-là en quelques minutes. Et j'imagine qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça de manière plus approfondie que moi. Mais je pense que l'une des pistes, c'est vraiment d'élargir un peu qu'est-ce qu'on entend par engagement politique, puis de faire attention de ne pas tokeniser certaines personnes et de ne pas les confiner dans des postes où elles doivent parler uniquement de leur identité à toute heure du jour et de la nuit, parce qu'elles peuvent s'intéresser à d'autres choses aussi, puis avoir d'autres types d'expertise.
Donc, ça peut être des pistes, mais je n'ai pas tout à fait une réponse à 100% définitive là-dessus. Moi, pour compléter, en fait, avec l'apparition de la parité, donc femmes-hommes dans les années 2000 en France, on s'aperçoit que en fait, ça a aussi permis l'implication politique et la responsabilité de personnes du coup en fait non blanches. En fait, du coup, les partis politiques se sont dit, en fait, toute la question femmes va aller avec la diversité et puis on va tout mettre ensemble et ils ont fait une espèce de petit micmac et du coup qui, comme je le disais Caroline, amène toujours les gens, donc les femmes, les personnes perçues comme non blanches à parler de son identité à soi en tant que femme ou en tant que personne non blanche. Donc c'est effectivement une problématique. Et après, tu parlais de parité et en tout cas d'inclusion de la diversité de la population. Nous, en France, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, en plus, parce qu'en fait, on ne sait pas trop où on en est. Vraiment dans les faits, de manière très factuelle, parce que en fait, les statistiques dites ethniques, ou en tout cas des communautés, sont interdites en France. Et ça, pour le coup, c'est un vrai problème qu'on a en sciences sociales, notamment parce qu'en fait, on a vraiment du mal à avoir des chiffres. Et donc, du coup, quand on n'a pas les chiffres, en fait, on peut pas on peut pas facilement se battre pour l'amélioration de ce système. Donc, nous, ça pourrait être aussi une piste de réflexion de pouvoir permettre, en tout cas, aux sciences sociales d'aller vers ces sujets de manière plus précise avec des chiffres. Je ne sais pas si ça répond trop, mais... Et puis, est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose par rapport à ça? Au niveau, au Canada, on parle beaucoup de minorités visibles, puis c'est un peu c'est un peu pas délicat, mais en fait, ce que ça crée, c'est qu'on ne sait pas vraiment de qui on parle quand on utilise ce terme-là. Et donc, oui, l'importance de la recherche, d'avoir vraiment des recherches spécifiques sur certaines communautés. Ça revient aussi à l'intersectionnalité qu'on parlait tantôt. On ne peut pas amalgamer toutes ces réalités-là ensemble. Il faut vraiment les étudier de manière spécifique parce qu'il y a des besoins spécifiques pour mieux comprendre les réalités. Puis une fois qu'on a des données, on peut plus agir. Parce qu'une façon de ne pas agir, c'est de faire comme si le problème n'existait pas. Puis c'est plus facile à faire quand il n'y a pas de chiffres ou de données. Merci, Caroline. Merci, Claire. Je pense que je parlais sans mon micro, n'est-ce pas? J'allais dire que ça éclairait beaucoup et que j'allais poser la question à Marie-André, à savoir si ça répondait à sa question, mais elle nous a quittés à nouveau. Comme quoi, Internet, c'est pas simple. J'ai pas d'autres questions en ce moment dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient en poser encore une fois, levant la main bleue, en cliquant sur « Participants ». Ce temps-là est pour vous, donc n'hésitez surtout pas. Caroline et Claire pourront répondre à toutes vos questions. Sinon, on peut attendre quelques instants. Sinon, peut-être en attendant de voir, on pourrait prendre une autre question si quelqu'un a envie de lever la main. Sinon, en attendant, j'en aurais une. Claire, à la fin de la discussion, quand on parlait des pistes de solutions puis de l'avenir, tu as parlé, on a essayé de définir les termes, on a défini parité, mais tu as parlé d'écoféminisme. Ça serait peut-être intéressant d'en parler, peut-être le définir davantage. Peut-être que c'est pas toujours tout le monde qui est familière avec ce terme-là. Donc, si tu veux nous en dire plus, s'il te plaît. Parce que je ne suis pas non plus la plus familière sur ce sujet. Et il faut d'ailleurs que j'y aille un peu plus. Notamment, et ça, c'est l'ouverture un peu sur d'autres luttes. Je vais être un peu plus forte sur d'autres sujets. Donc, je voudrais pas... Après, en plus, il y a énormément de définitions du féminisme, mais c'est de l'écoféminisme, pardon. Mais voilà, ça peut être de dire que en fait, les hommes en général ont exploité en fait, la nature comme la terre et en fait, en ce moment, on va être privé de ces ressources, mais en fait, c'est de pouvoir dire aussi que en fait, nous, en tant que femmes, on est opprimés, en tout cas à peu près de cette manière-là,
par les hommes en général. Donc voilà. Mais si quelqu'une ou quelqu'un dans l'Assemblée a une meilleure définition, moi je suis preneuse et même des références à noter dans la discussion. Merci. On peut aussi, je pense que personne ne l'a fait, te féliciter ou remarquer Ocasio-Cortez, le poster très en lien avec, avec la discussion. Donc, je voulais le noter. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je passerai la parole à Marie-Dina pour conclure véritablement l'activité. Puis, je veux vous remercier, là, Claire et Caroline, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Merci de nous avoir invités. Merci. Ben, quoi dire d'autre en guise de conclusion que merci pour votre éclairage, merci pour votre travail de recherche aussi. On comprend que c'est quelque chose qui est fondamental pour faire avancer les réflexions à ce sujet-là. Donc, on peut se considérer comme privilégié que vous ayez entamé la discussion avec nous, nos participants aujourd'hui. Donc, plus formellement, c'est ce qui conclut notre discussion sur les enjeux de la parité entre le Québec et la France. C'était le sujet de notre discussion aujourd'hui. Merci encore une fois, encore plus officiel, à Caroline Souffrant, qui est étudiante au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa, et Claire Jacquin, étudiante chercheuse en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous invite tous les participants à suivre éventuellement vos futures publications ou en tout cas le fruit de vos recherches s'il y a lieu. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cette activité-là aujourd'hui en ligne. Pour les participants d'aujourd'hui, je vous invite encore une fois à vous inscrire au profil Agir pour la parité en ligne. Le profil débute officiellement le mardi 29 septembre. Aujourd'hui, vous aviez droit à l'activité un peu inaugurale pour le début de ce profil-là. Sur la page web de l'INM, inem.qc.ca, École d'été 2020, vous allez avoir davantage de renseignements sur ce profil-là. Donc, on ne peut que vous encourager chaudement à vous inscrire et à y participer. Je dirais que le lien est dans le chat en ce moment de la conversation aussi. Des Zooms. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.